été bien décrite par tous les anthropologues qui ont vu ce genre de choses. Il y a toujours un poulet qui meurt et un poulet qui survit. Donc comment s'y prend-on pour arriver à ce résultat? Il est impossible d'arriver à ce résultat. Celui qui organise l'épreuve dose le poison. Je suis entièrement d'accord, mais c'est là où je poserai quand même un certain nombre de questions. Moi, je suis pour le comparatisme, je suis un anthropologue qui est convaincu des vertus du comparatisme. Mais ça rejoint un peu quand je vous disais que tout à l'heure que si le juge chinois est corrompu, mais est-ce vraiment un mal? C'est qu'au fond, vous partez de l'idée que la justice en Chine, c'est la même chose que la justice en Occident. Or, moi, peut-être que j'entends la description du juge, c'est un super administrateur. C'est-à-dire c'est une sorte de délégué de l'empereur qui fait que les choses restent en place au mieux. Donc, et pour que les choses restent en place au mieux, le juge chinois a pour rôle de résoudre des conflits qui risquent de ne pas se résoudre d'eux-mêmes, de conforter les hiérarchies sociales tout en décidant que c'est au nom d'un principe supérieur. Alors, de ce côté-là, ça pose un peu un problème, et on peut avoir ce même problème, parce que nous dites, quand on prend les ordalies du Moyen-Âge, on va aller voir les ordalies en Afrique. C'est une bonne idée, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas que c'est pas une bonne idée. Hein. Et je dis que les recenseurs allemands qui disent que ça n'a rien à voir, que vous n'êtes pas spécialiste de tout, vous ne pouvez pas parler de toutes les différentes questions, ça je suis totalement hostile à cette position. Mais il faut quand même le faire avec une certaine prudence. Le terme ordalie est quand même un terme très très large. On l'applique à l'Afrique, au moins deux poulets, l'un plus ou moins empoisonné, l'autre un peu moins, et qui vont se confronter l'un à l'autre, et il y en a un qui va clapoter devant l'autre, et ça suffira à décider la chose. Il semblerait que, mais on ne le sait pas, que certaines ordalies, telles qu'elles étaient pratiquées au Moyen-Âge, il y a un tableau très, très, très puissant à Bruxelles, là-dessus, on voit l'ordalie de 5. Pardon? Mais comment? Il y a un tableau à Bruxelles. Il y a un tableau d'ordalie à Bruxelles. À Bruxelles, qui est au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Et particulièrement, je ne l'ai pas là, mais qui est particulièrement saisissant, quoi, je veux dire, de ce que ça. Oui, attendez, c'est la justice de ton. Voilà. Très très bien. Oui, mais... Non, mais juste pour finir mon argument. Il y a forcément des ordalies, si on reste dans un monde rationnel, qui sont des épreuves de souffrance, et de souffrance extrême. Je veux bien croire que prendre un bain dans l'eau froide, ce n'est jamais qu'un désagrément. Je suis pas sûr que prendre un tison comme ça, pendant du temps, dans la main, ça n'implique pas un certain nombre de souffrances. Donc je crains qu'au fond, sous le terme ordalie, vous banalisiez un peu le phénomène, et que dans des exemples africains, en rapportant à ce qui s'est passé au Moyen-Âge, sur lesquels on a peu d'informations, est-ce que vous dites sur le fait que les archives des abbayes ont purgé leurs témoignages sur ce qui se passait au cours d'Ordali, à mon avis, tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on a probablement, effectivement, une méconnaissance du phénomène parce qu'il y a eu purge archivistique à propos de ce thème. Ça, c'est quelque chose qui est une hypothèse tout à fait intéressante. Mais du coup, ça renforce plutôt l'idée que l'ordalie aurait été quand même du côté d'une certaine cruauté. D'une certaine cruauté et d'une certaine mise à l'épreuve du corps, mais une mise à l'épreuve qui soit quand même une mise à l'épreuve assez décisive, quoi. Je veux dire, vous prenez dans la main un tison à vapeur pendant un certain temps, vous allez quand même, quoi qu'il arrive, sauf à être un très bon prestidigitateur, ce qui existait, mais on ne peut pas présumer que tous les justiciables en étaient, vous allez quand même avoir des séquelles, des souffrances, vous allez probablement avoir des séquelles ou des souffrances très très importantes. Du coup, voilà, est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder l'ordalie du côté de la sanction? Regardez, alors là, vous avez cité le droit musulman, où l'ordalie n'est pas du tout là. Peut-être, mais la sanction, elle est bien, du coup, vous vous faites couper la main. La sanction dans le droit musulman est bien d'une attaque au corps, dans son intégrité du corps, selon un certain nombre de... Donc, vous faites une polarité entre serment, parole, ordalie. Je suis tout à fait d'accord, je la trouve très séduisante, mais je me demande si on ne peut pas voir ordalie, sanction,
Et quand vous nous dites que l'ordalie, et ça c'était très éclairant votre réflexion, c'est que le justiciable, avant de passer l'épreuve de l'ordalie, donc consomme l'Eucharistie sous les deux espèces, donc le corps même du Christ, il devient le Christ en fait. Donc c'est pour ça qu'il y aura une vérité de l'ordalie. L'ordalie ne peut pas mentir, le jugement de Dieu ne peut pas mentir vis-à-vis de Dieu lui-même. Et donc il y a on retrouve le caractère même du christianisme, c'est-à-dire la capacité de Dieu de s'incorporer dans une chair humaine, dans une chair, il y a un sang. Tout ça est tout à fait vrai, mais de l'autre côté, vous pouvez aller à l'autre bout, c'est que le Christ, il est crucifié. Donc il meurt, il a des souffrances. Donc l'ordalie peut être à la fois comprise comme le passage de la parole, du verbe au corps, mais elle peut être aussi prise comme le corps jusqu'à la sanction, le corps comme support de la sanction, comme le corps comme lieu de la souffrance et de... Donc vous pouvez... voilà, elle est au milieu de quelque chose. Et on peut la voir en tournant le regard d'un côté, mais je pense qu'il ne faut aussi pas négliger ou ne pas refuser d'envisager de la voir en tournant le regard de l'autre côté. Est-ce que ça annoncerait les Malleus Maleficorum, l'Inquisition, la loi de... Voilà, c'est peut-être un autre problème. Ce que je voudrais, bon, alors, toutes ces objections-là, évidemment, sont faites depuis longtemps et c'est susceptible d'être faites. Donc, j'y réponds en long et en large dans mon livre, donc je vais vous y renvoyer. Bon, schématiquement, bon, alors là, il y a toujours une différence formelle très claire entre la sanction et l'épreuve, l'épreuve de vérité. C'est toujours, il n'y a aucune société où cette distinction ne soit pas faite. Punir quelqu'un ou lui faire passer une épreuve pour savoir s'il est coupable et innocent, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et alors, il y a beaucoup de confusions qui ont été faites par la cruauté, par la torture. On a comparé l'ordalie à certaines formes de torture. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout parce que je me l'explique encore une fois plus longuement dans mon livre que je ne pourrais le faire ici. Parce que la torture est pratiquée par un juge qui est toujours en position d'autorité quand elle est judiciaire. Il y a des tortures extrajudiciaires. La torture judiciaire est pratiquée par un juge qui est en position d'autorité et qui cherche à obtenir la vérité par les supplices physique. Donc cette torture-là vise à créer la parole. L'épreuve vise à créer la parole. Et d'ailleurs, elle est complètement absente dans des procédures de common law, y compris dans l'histoire. On n'a jamais utilisé la torture en common law. Au Moyen-Âge, je ne veux pas dire que l'Angleterre ne la connaissait pas, mais c'était des procédures qui n'étaient pas de common law dans lesquelles on a torturé. Bon. Donc, la distinction entre la torture pour obtenir une parole de vérité faite par un juge qui nécessairement est en position d'autorité, il faut un bourreau pour aller torturer. Et donc, il faut déjà que le justiciable ait été réduit à un état très bas de soumission par rapport à l'institution. Donc, distinction entre la torture et l'ordalie, distinction entre la sanction et l'ordalie aussi, parce que punir quelqu'un pour quelque chose qu'il a commis, ce n'est pas la même chose que de lui faire passer une épreuve pour savoir s'il l'a commis, et ça, cette distinction est faite tout à fait partout. Alors, quant au fonctionnement de la chose, en réalité, l'ordalie fonctionne toujours quand cette autorité du juge n'est pas absolue. Soit que l'État n'existe pas encore, ce qui est la situation du Haut Moyen-Âge, soit que l'État existe mais qu'il est absent, ce qui est la situation des montagnes togolaises où Raymond Verrier va faire ses films d'ordalie. L'État ne s'occupe pas d'un certain nombre de litiges et laisse les gens face à eux-mêmes, soit que l'État
l'État existe mais décide de ne pas s'occuper des filles, c'est typiquement le cas chinois, puisqu'il y a des ordalies en Chine, mais jamais dans la procédure étatique, toujours lorsque l'État s'est défaussé et lorsque les parties sont en face à face, et donc autrement dit, il n'y a plus de rapport de force clairement en faveur du juge. Et là, dans ces procédures-là, on se rend compte que, en fait, il y a tension entre deux parties qui peuvent se disputer pour toute une série de choses, des accusations, mais aussi la propriété de quelque chose, etc. Et qu'il y a un certain rôle, il y a toujours un rôle du groupe et un rôle de l'opinion, qui penche d'un côté, qui penche de l'autre, et celui qui régit l'ordalie, donc celui qui va administrer le poison au poulet, ou qui va mettre quelqu'un à l'eau au Moyen-Âge, ou qui va amener quelqu'un à plonger la main dans une cuve d'eau bouillante, celui qui est le ministre de l'ordalie, en réalité, c'est quelqu'un qui doit sentir où est le plus fort. C'est là que votre comparaison avec la corruption est au fond pertinente. L'illusionnisme de l'ordalie, c'est je dois sentir où penche l'opinion pour conforter l'opinion dans le sens qu'elle a d'elle-même et pour lui donner un spectacle qui est un spectacle de certification. Oui, mais ça va aussi dans mon sens, c'est-à-dire que à un autre point de vue, c'est-à-dire que si le rapport de force fait que il faut que l'ordalie rende le justiciable coupable, on va lui plonger la main dans l'eau chaude, il sera à la fois révélé coupable et à la fois déjà puni. Oui, parce que l'opinion a... Oui, mais attention, la punition officielle viendra après. Oui, mais ce sera déjà une pré-punition assez importante. Il sera puni de ne pas avoir avoué. En fait, il ne sera pas puni pour la faute qu'il a faite, mais il sera puni pour ne pas l'avoir avoué, ce qui aurait évité l'ordalie. Et là, effectivement, dans les ordalies du feu, il y a une gestion de la douleur qu'on rencontre aussi bien en Afrique. Vous savez, on pourrait travailler sur ces films. Hein. Il y a une série de films. Il faut prévoir, si on veut vraiment travailler, il faut prévoir une bonne après-midi. Moi, avec mes étudiants, je travaille sur des copies non montées, parce que je trouve que le commentaire par Raymond Verdier oriente déjà l'interprétation dans un certain sens. Mais si on prend si on met ces ordalies en série et si on voit comment ça se passe, on voit très bien comment comment l'ordaliste ou le ritualiste n'est pas nécessairement tout seul. Hein. Il peut y avoir plusieurs personnes qui collaborent, qui coopèrent pour faire passer des voix. On voit très bien comment ils tapent le terrain en se disant oui, bon, alors notre famille n'est pas d'accord avec vous, ils sont nombreux ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Ça, on s'oriente vers une ordalie qui va aller vers l'échec. Hein. Et alors il y a des cas, alors là évidemment ce n'est pas une science exacte, c'est moins qu'on puisse dire, donc il y a des cas où le ritualiste commet une erreur. Hein. C'est comme ça qu'on a trouvé certains ritualistes punis, abattus par des justiciables pas contents. Hein. Ça arrive. Et on les a même fait brûler. Verdier nous racontait l'histoire d'un ritualiste qu'on avait tué et fait brûler dans un pneu. Donc ça, c'est vraiment le justiciable convaincu que le résultat, qui n'était pas satisfait du résultat de l'ordalie et qui se retournait contre l'officiant. Et alors il y a dans une des dernières scènes qu'il a filmé, c'est extraordinaire parce que lui-même Verdier, si vous pensez la forme symbolique sans prendre de distance, c'est elle qui pense à travers vous. C'est pas vous qui vous pensez la forme symbolique. Quand un anthropologue s'immerge complètement dans une société, il finit par penser comme les gens de cette société, et Verdier finit par penser comme les Kabyles du Togo. Donc, si vous lui parlez de traficage de ces épreuves, alors que les signes sont évidents, il vous dira non, pas du tout. Les gens y croient. Hein, l'officiant y croit, les justiciables y croient, tout le monde y croit. Et dans
le dernier film qu'il a fait, là, on sent très bien que il y a quelqu'un qui aurait dû rater, tout était fait pour qu'il rate. D'abord, le type en question a des mains bien calleuses, hein, ce qui est d'ailleurs le truc donné par au Moyen-Âge. Si vous voulez réussir une ordalie, il faut mieux avoir une main bien calleuse. Donc, un bon travail manuel, là, travailler la terre, c'est le meilleur entraînement. Bon, il prend l'anneau et hop, il a réussi. Alors, perplexité générale, parce que le résultat attendu était tout à fait contraire. Alors, on se met à discuter les choses, on ne sait pas très bien ce qui se passe, on lui dit non, en fait, alors on lui fait subir des épreuves complémentaires, on se met à le tondre, parce qu'il a dû avoir des défenses magiques qui lui ont permis de réussir cette ordalie. Alors, plus on lui fait subir ça, plus il s'énerve en disant oui, mais écoutez, non, vous dites que j'ai raté, mais non, moi j'ai bien pris cet anneau, j'ai bien vu que je l'avais pris, donc on sent très bien que ça ne va pas du tout. Et puis alors à la fin, les officiants se retirent et expliquent que le problème est compliqué, qu'il sera réglé en secret. Hein. Et le commentaire de Raymond Verdier s'arrête là-dessus, sans commentaire supplémentaire. On est alors là dans le mystère du rapport entre l'homme d'Afrique et sa religion. Bon, je crois qu'on voit, je crois que cette scène met vraiment à nu le fonctionnement de l'épreuve. Mais encore une fois, j'ai rencontré dans cette analyse de l'ordalie beaucoup d'objections du genre de celles que vous avancez, plus des thèses sur la preuve irrationnelle qui sont toujours soutenues par beaucoup d'historiens médiévistes actuellement. Et donc tout ça est traité en détail avec des données et une argumentation serrée. Vous voulez poser une question? Dernier. C'est juste une observation, c'est que je suis frappé de ce que vous disiez, Jean, en commençant sur la logique comme langage et la logique comme calcul, parce que finalement, ça correspond tout à fait aux formes de vérité du procès de common law et aux formes de vérité du procès continental. C'est-à-dire que ce qui est très frappant dans le procès américain, c'est que c'est l'instance de vérité, il n'y a rien derrière. Et pour comprendre comment fonctionne cette forme de vérité, que ça soit l'élection de l'affaire Bush v. Gore, hein, où la Cour suprême rend une décision qui est manifestement hasardeuse, parce qu'elle désigne comme président celui qui a eu moins de voix que l'autre, bon, il n'y a rien derrière. Et c'est vraiment une clé de compréhension de la. Alors, ce que je trouve intéressant c'est de savoir comment comprendre, alors comment saisir, comment comprendre ces jeux de correspondance entre une forme de logique, une forme historique, une forme procédurale qui est très systématique, quoi, et qui finalement se répondent. Voilà, c'est juste une observation. Je suis bien d'accord. Mais en même temps, mon idée c'était si on est capable de faire cette remarque, c'est bien, il y a bien un extérieur. Exactement. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, il faut pouvoir analyser ces espèces de mise en résonance, que ce soit du point de vue historique, en logique, dans le travail.